une des premières Dark Kitchen en France Ouais. qu'on a créée sans vouloir créer la Dark Kitchen. C'est mal fini, ils m'ont sorti avec les menottes. Moi, j'avais pas de diplôme et j'ai galéré. Vraiment un boost pour t'aider à financer. On était à plus de 2500 personnes remises à l'emploi sur le territoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'impact que, entre guillemets, le réseau a eu sur toi? Est-ce que tu pourrais donner un conseil à tous les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient vraiment entreprendre? Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode, ce premier épisode même de notre podcast Twem Talk, présenté par vos deux jumeaux préférés, Souhil et Shuaib. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial. Déjà, merci beaucoup de nous faire cet honneur de venir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter? Déjà, merci à vous de nous recevoir aujourd'hui, c'est cool. Donc, je suis Ahmed Soltani, Super. je suis entrepreneur lyonnais et heureux encore d'être là. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail de la présentation, donc moi j'ai grandi ici sur Lyon. Je suis entrepreneur depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Mhm. J'ai monté différentes boîtes, un CV, un job, Studio Radpi et Synergie Group aujourd'hui. Mhm. Donc voilà. Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous dire, Ahmed, comment tout a commencé? Le jour où tu t'es dit que il fallait que j'entreprenne, peut-être ça a dû être un déclic ou à une action dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a permis ou qu'est-ce qui plutôt a fait qu'aujourd'hui t'as entrepris? Ouais, pour entreprendre, déjà, c'était pas un choix à la base. J'ai pas décidé d'entreprendre. C'est arrivé par concours de circonstances, ce qui m'a fait arriver à l'entrepreneuriat. Mais ce qui est top déjà, c'est que ce podcast, il est filmé aujourd'hui à Lyon 3e, donc où est-ce que j'ai grandi. C'est vrai. Donc dans mon quartier, pour être exact, à la Guy. Moi, j'ai grandi entre Guillotière et la Villette. Mhm. Une première partie à la Guillotière, place du Pont, et après j'ai déménagé à la Villette un peu plus haut, d'où vous êtes aussi originaire. Ouais, exactement. Donc voilà, donc j'ai grandi dans le 3. J'ai fait différents collèges, différents lycées. J'ai pas eu un parcours scolaire très lisse. 16 ans, moi, j'avais plus de lycée déjà. D'accord. Je m'étais fait renvoyer. Donc 16 ans, j'avais plus de lycée. Je me suis retrouvé à devoir m'occuper un peu dans mes journées. Donc j'ai monté une première asso. Mhm. On va dire que l'entrepreneuriat, ça commence un peu par là déjà à la base, donc de manière officielle. Donc j'ai monté une première asso avec pour but de promouvoir des artistes autour de la musique et de la danse. Et j'ai eu de la chance parce qu'à 2 rues d'ici, la rue des Rancy, il y a la Maison pour tous. Ouais. Et donc à la Maison pour tous, j'ai monté un premier studio d'enregistrement. Donc on était, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine de jeunes du quartier à venir rapper là-bas tous les mercredis. On a organisé aussi pas mal de scènes, de concerts avec différentes MJC. Voilà, ça, j'avais 16 ans, c'était pour but de m'occuper parce que voilà, quand t'as plus de lycée, les journées elles sont longues, quand tout le monde est en cours et que toi t'es dehors. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près, et après à 18 ans, ma mère elle m'a demandé de retourner à l'école. Elle m'a Ouais. dit soit tu retournes à l'école, soit tu quittes la maison. On était bien à la maison, donc j'ai tout fait pour essayer de retourner à l'école, mais je savais que l'école ça allait pas me plaire, l'école traditionnelle en tout cas. Mm. Donc j'ai essayé de trouver une école en alternance, et j'ai trouvé. Donc un peu plus haut à Montchat, à la SEPR. Sauf que la seule condition pour pouvoir être accepté, c'est d'avoir un patron. Donc j'ai cherché. Ouais, la recherche d'alternance, c'est tu quelque sais. chose. Je connais cette C'est galère. Quelque chose. Tu sais, c'était complexe de ouf. En plus, il y a plein d'histoires autour de ça qui sont passées, c'est incroyable. Mais bon, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de patron plutôt. Donc Du coup, quand on est face à cette figure-là, il y a une petite manip à faire. Je pense que moi, la tu l'as fait. seule chose que j'ai faite, c'était quoi? C'est que j'ai créé une boîte et je me suis mis en alternance dedans. Magnifique. Et du coup, c'est là que t'es venu du coup tout l'entrepreneuriat derrière. Ouais, clairement. les C'est ce que je galères. te disais. En fait, moi, l'entrepreneuriat, je l'ai pas décidé à la base. C'était plus un choix subi. Je savais que pour rentrer à l'école, il fallait un cabis. Donc, je me suis associé avec un grand de mon quartier. On a monté une boîte, donc qui s'appelait Jules Jean à l'époque. On faisait de la vente de vêtements grande marque à domicile et sur les marchés. Et avec Jules, donc moi, je me suis mis en alternance dans ma propre boîte. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'apparaissais à la fois sur le cabis et sur le contrat d'apprentissage. Donc ils ont mis fin au bout de 3 mois à mon parcours scolaire. Donc je me suis retrouvé à nouveau sans école, mais avec une boîte. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré en fait dans l'entrepreneuriat. Et du coup, ça consistait en quoi vraiment ta première boîte? La première boîte, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Jules, il bossait déjà, en fait. Jules, il faisait déjà les marchés, il vendait déjà des vêtements. Moi, je l'ai rejoint, on a structuré la boîte. L'idée, c'était de se dire, les marchés, c'est pas un vrai lieu pour vendre des vêtements de marque.
Je vends pas des jeans diesel tous les jours sur les marchés, c'est pas vrai. Sauf s'ils sont vraiment très très peu chers et donc là tu fais très très peu de marge. L'idée c'était de se dire, moi j'apportais un concept, c'était viens on organise un peu la même chose que les ventes Tupperware, les ventes à domicile. Donc on trouvait nous des clientes potentielles sur les marchés, des clients ou des clientes, majorité des clientes, qui organisaient chez elles des soirées entre amis, 5, 10, 15 personnes. Et nous on déballait un showroom à domicile et en fait tu réalisais une soirée shopping à la maison. Ils pouvaient passer leur soirée à tester des vêtements, à choisir. Et la personne qui organisait, on lui reversait entre 20 et 30% de la recette en vêtements. Donc, elle avait aussi sa carte de robe gratuite. Exactement. Donc, tu crées une soirée entre amis. La personne qui organisait, elle avait un retour qui était le fait de gagner des vêtements. Et toutes les personnes qui venaient, alors elles avaient des vêtements de qualité un peu moins chers et où elles avaient le choix de pouvoir tout essayer, les différentes tailles sans être pressées par le temps. Magnifique. Donc, ça a très bien marché. On a tourné pendant 1 an et demi à peu près comme ça. Et au bout d'1 an et demi, on a eu une petite problématique, c'est que nous, voilà, on était forains, on tournait sur tous les marchés avec notre camion. Et, tous les soirs, il fallait décharger son camion avec la marchandise. Et un soir, on l'a pas fait, et on nous a cassé notre camion, donc et on nous a volé pour un peu plus de 25 000 euros de marchandises. C'est vrai que ouais, je pense à 18 ans, ça fait très mal, je pense. Ouais, t'as 19, 20 ans comme ça. Ça fait très mal. Ouais, donc tu redémarres à zéro. Et en plus, tu sais, au départ, c'est ça aussi, hein, les problèmes d'associés. C'est que l'un renvoie la faute sur l'autre et l'autre renvoie la faute. Tu vois, personne ne veut porter réellement la responsabilité. D'où le fait de bien choisir son associé aussi. Clairement. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour à quelqu'un si demain il veut lancer un business, est-ce qu'il devrait s'associer? Est-ce qu'il devrait lancer son business tout seul? Est-ce qu'il devrait être peut-être des collaborateurs? Comment toi tu vois un petit peu la chose? Moi, je suis pas un bon exemple parce que moi, dans tous les projets que je monte, j'ai toujours des associés. Donc, tu t'es jamais lancé solo dans un business? Il y a une activité que j'ai où je suis tout seul et encore c'est l'activité de conseil, tu vois, que je peux avoir un parallèle aujourd'hui, mais parce que ça repose vraiment sur mon réseau et mon expertise à moi, tu vois. Mais je vois pas ça comme un projet entrepreneurial, je vois ça comme une manière de commercialiser des skills que j'ai acquis, tu vois. Un side business. Ouais, exactement, exactement. C'est un petit business rémunérateur, mais c'est pas un projet entrepreneurial en tant que tel. Tu vois, c'est pas. J'ai pas la vision de créer un KPMG ou quelque chose du genre, tu vois. Ouais, je vois. Capgemini ou un bail comme ça, c'est pas mon délire. Voilà. Et du coup, comment t'as rebondi face à cette première grosse difficulté? Dès qu'en fait ça s'est terminé, moi j'avais pas de diplôme, donc j'avais arrêté l'école. J'avais plus de boîte, donc je suis reparti bosser. En retournant bosser, je me suis retrouvé à faire tout ce qui était job de malheur. Ouais. J'étais beaucoup en intérim manutentionnaire, ce genre de choses. J'ai beaucoup bossé en restauration, plein de petits jobs de livreur, de prépa, de commis de cuisine, exactement. Que ça soit dans la logistique, le bâtiment ou la restauration. Et je bossais dans tous ces sujets-là. Et donc un CV1. Il y a quelque chose avant un CV1 job, non? Ouais, bien sûr, il y a plusieurs projets avant CV1 job, mais donc Jules Gilles, on termine. Je crois que je devais avoir une vingtaine, un petit peu avant mes 20 ans. Et après, bon, j'ai toute une période où dès que ça se termine, je passe énormément de temps dans mon quartier, énormément de temps dans mon quartier, donc à faire tout et n'importe quoi, des choses bien, des choses pas bien, tu vois. Et donc là, je passe vraiment, je sais pas, peut-être full 3 ans dans mon quartier. Avec les gars de chez moi, donc voilà. Et donc pendant ces 3 ans-là, c'est un peu voilà beaucoup de petits jobs. Tu sais, mais il y a pas de vrai projet qui en ressort. Des choses qui se passent un peu autour de la musique, mais aussi beaucoup de choses autour de la rue, tu vois. Et donc ça dure pendant 3 ans, 3 bonnes années. J'étais déjà beaucoup dans mon quartier, mais vraiment après la fin de Jules Jane, c'était vraiment voilà, assez difficile par rapport à. Ouais, c'était difficile non, parce que on va pas se mentir, c'était c'était rigolo, tu vois aussi, mais pas très constructif, on va dire. Ok. Ça te construit d'une manière, mais ça t'apporte pas en termes de business ou ce genre de choses, tu vois. Après ces 3 ans-là, j'ai 2 gars de mon quartier. Nous, à cette période-là, je bossais beaucoup dans la restauration vers la fin, et j'ai 2 gars de mon quartier avec qui je m'entends très bien, Sofiane et Fouz, qui avaient l'envie de monter un restaurant. D'accord. Donc il me chauffe, on se dit ok, on monte un truc autour de la food. Mais comment tu montes un restaurant quand t'as 6 000 euros? C'est vrai. T'as pas de fonds, tu peux pas. Ça, c'est le genre de business où vraiment, du coup, des gros capitaux de départ et tu peux pas.
Clairement. C'est un resto comme ça, tu vois. C'est clairement ça. Nous, on avait une bête d'idée. Surtout Sofiane, en fait. On va pas se mentir. Faut rendons à César ce qui appartient à César, tu vois. Sofiane, il était chaud. Il me disait, putain, pour manger, bien et halal, il y a rien. T'as des tacos, t'as des pizzas, t'as des burgers. Mais tu manges pas bien. Mais tu manges pas bien. Tu manges pas bien. Tu manges pas bien, tu manges. Et il me disait, faut qu'on monte un bail. Vite, faut qu'on monte un bail. Je lui dis, ok. À cette époque-là, il y avait pas Uber Eats, il y avait pas Foodora. C'était quelle année, du coup? Je crois que c'est 2013. Ah ouais. Un truc comme ça. On se dit, ok, comment on peut faire? Nous, on avait la chance, c'est qu'il y avait un grand de chez nous qui avait une boucherie. Il avait une boucherie à Maisonneuve. Et derrière sa boucherie, il avait une petite dépendance qu'il n'utilisait pas. Et il nous a dit, ok, les gars, je peux vous la louer. Donc nous, on s'est dit, ok, on a un lieu. Il nous a dit, sauf qu'il y a personne qui vient. Donc on s'est dit, ok, un lieu, personne peut venir. Pour s'asseoir manger, tu veux dire? Exactement. Même venir rentrer. Il m'a dit, vous vous débrouillez, vous faites à manger là-bas. Donc là, la seule solution, c'est que l'emporter, du coup. Exactement. Exactement. La livraison. Et donc nous, on avait 6 000 €. On a acheté un piano, 2 frigos, l'essentiel pour faire à manger. Et on est parti aux enchères. On a acheté 3 scooters qui nous ont permis d'en faire un. C'est 3 scooters de la même marque, sauf qu'ils étaient tous un peu abîmés. Avec un, on en a construit, avec 3, on en a construit un, tu vois. On a fait des flyers, on a acheté une veste, on a acheté un kawaii, on l'a fait logoté, tac, et on a attaqué. Et en fait, on a créé YouLunch. Et en fait, YouLunch, si tu veux, c'est la première dark kitchen à Lyon. Et je pense une des premières dark kitchen en France. Ouais, incroyable. Qu'on a créé sans vouloir créer la dark kitchen. On savait pas, on connaissait pas le concept. Vous avez juste vu une problématique, vous s'est dit, bah. Exactement. En fait, on s'est retrouvé avec des moyens, avec peu de moyens et avec des contraintes. Et on s'est dit comment on peut faire avec. Et en 2013, avant même l'arrivée de tout le monde, enfin, il y avait pas Foodora. Si, il y avait qui? Take It Easy, je crois, qui venait d'arriver. Et peut-être Foodora qui apparaissait, mais tout doucement, vraiment. C'était, il y avait le leader à l'époque, c'était Allo Resto. Mais Allo Resto, il était connecté à des restaurants existants qui avaient déjà leur propre livreur. Donc en fait, c'est un système d'envoi de commandes via un site qui regroupait tous les restaurants, mais avec les livreurs qui étaient rattachés au restaurant. D'après vous, ce qui était bien, c'est que vous étiez vraiment niché dans un persona bien précis. Ouais. C'est que du coup, comme dans ce secteur-là, il n'y avait pas de snack entre guillemets halal, du coup, par exemple, les cadres d'entreprise ou les personnes qui voulaient vraiment bien manger, qui étaient musulmans, ils pouvaient pas se nourrir. Clairement. En fait, pour même rentrer un peu plus dans le détail, nous, ce qu'on avait créé avec YouLunch, c'était qu'on faisait de la livraison de plateaux repas chaud en entreprise. Et en fait, on faisait des plats du jour. Donc, comme tu t'aurais pu manger dans un petit bistrot, tu vois, lasagne du jour, gratin dauphinois, ce genre de choses. Les plats qui font plaisir. Exactement, des bons plats maison réconfortants qui font plaisir, tu vois, où tu sais que tu manges bien, t'es pas en train de manger n'importe quoi. Et pour les recettes, ce qui était intéressant, c'est que Yasso, sa grand-mère, elle est moitié française. Enfin, lui, il est moitié français, moitié tunisien. Sa grand-mère, elle est française. Et elle nous a transmis en fait les recettes de grand-mère qu'elle avait, de lasagne, de gratin dauphinois, de ce genre de choses. Et donc, on s'est retrouvé avec des recettes ultra quali où t'avais l'impression que c'était mamie qui t'avait fait à manger. Magnifique. Halal, qu'on te livrait en entreprise dans un super beau packaging. Ce qui est bien, c'était que t'étais à côté de Pardieu, tout ça. Exactement, on était pile dans le quartier. Exactement, nous on était à Maisonneuve, donc on était entre Villeurbanne et Pardieu. Exactement, et donc en scooter c'était parfait pour livrer. Donc ça a super bien marché. La seule problématique qu'on a réellement eue sur ce projet-là, encore une fois, la première vraie problématique que j'avais eue, c'était avec Jules Jean, c'était un problème, on va dire, autour de la législation, de tout ça, parce qu'on connaissait pas bien les lois. Et quand on a eu la problématique où on s'est fait braquer le camion, on n'a pas pu se faire couvrir par l'assurance parce qu'on savait pas ce que couvrait notre assurance. Là, c'était vraiment un problème d'associés. Là, le vrai problème, c'était l'alignement entre associés sur YouLunch. On n'a pas réussi à se retrouver sur la vision et sur le développement de la boîte. On avait vraiment des volontés différentes. Et à 2 contre 3, à 2 contre 1, forcément, tu perds. Donc j'étais plus trop aligné, donc moi je suis parti. Ils ont continué à faire tourner YouLunch, ça a duré un petit peu et après ils ont arrêté eux-mêmes de leur côté. Mais c'était une vraie bête d'expérience parce que déjà la food, c'est en termes d'entrepreneuriat, c'est costaud quand tu montes un truc dans la food. C'est compétitif aussi. De ouf. Et je trouve que tu vois la tech, pour avoir monté des projets dans la tech, des projets dans le retail, des projets dans l'audiovisuel, dans différents trucs. Je trouve que celui qui est un des domaines les plus complexes, c'est vraiment la food. C'est vraiment la food. Parce que c'est paradoxal, parce que d'un côté, tu vas te dire, tout le monde mange. Donc forcément, t'as un client. Il y a de la clientèle. Après, t'as l'aspect physique à gérer aussi. Exactement. Et t'as tellement, en fait, c'est trop compliqué. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu quand tu fais de la food, tu vois, c'est grave complexe. Mais bon, c'était une vraie expérience, c'était grave stylé. YouLunch, si on pouvait le remonter, je le remonterais encore.
Magnifique. Mais en vrai, tu pourrais, hein. Ouais, clairement. Franchement, Des tu fois, on en pourrais. parle, hein. Des fois, on se pose et on se dit, t'es pas chaud, on repart sur un YouLunch et tout. Franchement, c'est incroyable. Tu as été l'un des précurseurs de tout ce qui est Dark Kitchen. Maintenant, il y a les géants comme Taster, comme enfin toutes les grandes boîtes Ouais, qui clairement. maintenant montent des marques et qui se sont lancées dans la Dark Kitchen. Ouais, c'est ça. T'as même des grands food labs qui se montent, des food Ouais. courts avec des gros chaînes qui créent leur propre dark kitchen dedans, tu vois. En C'est 2013, ouais, si on remonte le temps, en 2013, il y avait vraiment rien dans non, ce il y avait rien. il y avait vraiment rien dans ce domaine-là. Franchement, le plouf que tu pouvais en manger, tu sais, c'était des genre planète sushi, des trucs comme ça qui Ouais. avaient un peu de chaîne. T'avais des nababs, mais c'est tout. Hein. Il y avait pas dans des gros concepts et tout. En tout cas, YouLunch, des comme nous, il y en avait pas. Et après, du coup, après YouLunch, qu'est-ce que tu as décidé de lancer? Comme tu as vu que ça s'essoufflait un petit peu tout ce qui est Dark Kitchen, comment tu as pu remonter face à YouLunch? Qu'est-ce que j'ai pu faire après YouLunch? En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas parti forcément en bon terme, non, parce qu'on n'était pas aligné avec les associés. Moi, ça me faisait chier d'arrêter. Je me suis arrêté, et en fait, quelques temps après, je suis tombé malade. On m'a découvert une maladie. Donc, j'ai une maladie auto-immune ça fait maintenant plus de 10 ans que je l'ai. Tu vois, YouLunch a duré 2013, 2014, à peu près, presque, ouais, un an et demi, tu vois, moi, ou sur la période dans laquelle j'étais. Et début 2015, on découvre une maladie, donc une maladie auto-immune. Où en fait je rentre à l'hôpital. Au départ, ils savent pas ce que j'ai. Je passe un mois d'hôpital. Tu sais, quand t'arrives, ils te disent des trucs de fou. Potentiellement, potentiellement t'as un cancer, t'as le sida, t'as l'hépatite, t'as si on sait pas. Donc on va faire les tests et on va voir. Putain, moi je me suis dit, waouh, c'est chaud, je vais mourir maintenant. Et j'avais l'impression d'avoir rien construit, tu vois, à cette époque-là. J'ai rien fait de spécial de ma vie et je vais camper comme ça, c'est dur. Et en fait, petit à petit, tu vois, ils te font les tests et ils éliminent des maladies potentielles pour à la fin te dire, voilà, t'as ça. Ok, maintenant tu sais ce que t'as. Ok, t'es là-bas, tu dis, bon, maintenant je vais devoir apprendre à vivre avec ça. Ok. Donc tu vois que la vie elle va être un petit peu différente, mais tu dis ok, mais comment aussi j'améliore ma vie pour la suite. Tu sais, comme je te disais, moi j'étais beaucoup dans mon quartier, j'ai fait plein de trucs dans mon secteur, j'ai fait plein de trucs avec mes gars, et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de construire aussi pour moi pour après. Donc je me suis dit, une des premières des choses, c'était que j'étais avec ma copine de l'époque et je voulais me marier, donc on a dit on allait se marier. Je me suis dit que vas-y, il fallait que je reconstruise quelque chose de concret et de solide pour la suite. Et donc j'ai commencé à réfléchir à de nouveaux projets. Et en fait, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que j'ai mon meilleur pote, en fait, qui est mon meilleur pote depuis maintenant, je crois là, on est ensemble depuis la 5e ou la 4e. Julien, qui lui, pour le coup, on n'a pas du tout le même parcours. On était au collège ensemble, on était meilleurs potes, on est rentrés au lycée ensemble. On était ensemble à Martinière quand moi je me suis fait renvoyer. C'était à la Martinière. Ouais, j'étais à Martinière, mon plaisir. Incroyable. Très bien. C'est mal fini, ils m'ont sorti avec les menottes. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils m'ont sorti menotté du lycée. Mais bref. Et Julien, lui, il a continué, tu vois. C'est un mec qui est grave brillant, tu vois. Donc lui, il a continué son truc. Il a fait ses études, il a eu son bac avec mention, il est parti à l'université, il est allé à Lyon 3, il a fait un truc en finance, bref. Et en fait, il se retrouve à faire des échanges et il finit en Australie. Donc une première fois en Angleterre, après il finit en Australie. Et en Australie, il bosse dans des fonds d'investissement, dans des VC. Ouais. Il travaille chez une grosse VC australienne, il fait de la fusion-acquisition aussi là-bas. Et donc plusieurs fois pendant que moi j'étais en France, il m'appelle. Rejoins-moi en Australie. Moi, j'étais sur YouLunch, j'étais sur différents projets. Je lui disais, ouais, plus tard. Je tombe malade. Et quelques temps après que je sois sorti de l'hôpital, il rentre en France. Okay. Donc, il rentre avec toute son expertise là en finance et en start-up et en fusion-acquisition, en tout ce que tu veux là. Et il me ramène ce monde-là, tu vois, chez moi, en disant, Ahmed, faut qu'on monte une boîte. Je lui dis, ouais, si tu veux. Je lui dis, mais moi, je sais monter des boîtes. Il y a pas de problème, mais on part sur quoi? Il me dit, viens, on monte une start-up. Moi, je connaissais pas le terme. C'est quoi ça? Start-up, ça t'a jamais parlé, tu À cette époque-là, moi, je savais pas, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'étais pas du tout dans. Quelle année, si tu veux? Je te dis, on était en 2015. 2015, ok. 2015. Donc, il m'a dit, on monte une start-up. Moi, je connaissais pas du tout ce monde-là des start-up. Je connaissais le monde de la tech, j'étais loin de ça, tu vois. J'ai monté des trucs dans la food, dans le retail.
J'ai monté des assos, des trucs comme ça, mais je connaissais pas du tout ce monde-là. Et donc, il vient vers moi, il me dit, ouais, faut qu'on monte un bail dans la tech et tout. On va monter une start-up. Je dis, moi, je sais pas c'est quoi la tech, je sais pas c'est quoi la start-up, mais je sais monter des boîtes. Si tu veux, on y va. Et donc, on réfléchit au départ à un premier projet. Donc, on s'est posé à réfléchir à un premier projet. Donc, il y a un projet qui a pas vu le jour, mais sur lequel on a pas mal bossé, qui va vous parler à vous. On voulait créer la première plateforme de référencement de parfums orientaux, de luxe, des parfums de luxe pour le coup, donc pour le monde occidental. Donc une sorte un peu de marketplace qui regrouperait tous les grands parfums de luxe, Abdul Samad Al-Quraishi, les trucs orientaux. Exactement, en fait à cette période-là, t'avais toute une hype qui commençait à arriver avec les collections privées type Christian Dior ou Dolce Gabbana. Il y avait beaucoup de hoods qui étaient mis en avant. Ouais. Et en fait, la gamme, elle était prisée, mais c'était très limité. T'avais 4 grandes marques françaises qui mettaient ça en avant. Et donc, forcément, dès que tu voulais acheter un parfum un peu, tu prends Bois d'Argent. Dès qu'il est sorti, tout le monde mettait Bois d'Argent. Ouais, c'est vrai. Donc, t'allais pas te différencier, tu vois. Et en fait, il y avait tellement de possibilités avec le monde oriental et les parfums, Après, surtout le monde de la niche, c'est ça qui Exactement. Qui est super fort. Ouais. C'est le parfum à la source là-bas. C'est là dont tout se vient, tout se crée. Exactement. Donc nous, on avait commencé à référencer. Donc moi, je m'étais connecté, je pense, avec les 15 ou 20 plus grands parfumeurs du Moyen-Orient. Je les ai sourcés, j'ai échangé avec eux, j'ai eu leur catalogue de prix. Donc au début, on voulait partir sur ça, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais une vraie problématique aussi en parallèle, c'est que Ju, il me parlait, il me disait, mais l'objectif, c'est de résoudre un problème existant, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais un vrai problème qui traînait, tu vois, et sur lequel je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'était des solutions de travail pour les personnes qui n'ont pas de diplôme. Moi, j'avais pas de diplôme et j'ai galéré. Les moments où j'avais pas de boîte, vraiment, c'était la merde. J'étais vraiment le manard des manards. Je me suis retrouvé à faire des tafs de ouf. Une fois, je me rappelle, une intérim, elle m'a envoyé. J'étais sur les quais de Saône. Maintenant, les quais de Saône sont beaux, hein, tu vois, ils sont stylés. À l'époque, c'était pas comme ça. Et je triais des rochers. Vraiment, je triais des montagnes de rochers toute la journée pour pouvoir préparer le sol pavé en rocher. Donc, j'arrivais, genre, il y avait 2 étages de rochers et on me disait, tu mets les petits avec les petits, les moyens avec les moyens et les grands avec les grands. Tu réfléchis pas, juste tu fais ça toute ta journée. Et toute la journée, je triais des cailloux. Ah, c'est chaud. Ah ouais. Tu vois, et je me disais, je comprends pourquoi t'as envie de monter des boîtes maintenant. Tu vois, je me disais, c'est quand même ouf. Parce que il y a un jour où je suis là en train de réfléchir à comment scaler des modèles, tu sais, dans la food, créer d'autres dark kitchen, d'autres machins, tu vois, pas trier des cailloux. Et un autre jour, je suis là, on me dit ferme ta gueule et trie des cailloux, tu vois, et je dis, ah, c'est chaud de ouf. Et je me disais, c'est quand même ouf, hein, que quand t'es pas de diplôme, et ben en fait tu sois dépendant tu sois dépendant en fait de personnes pour que tu puisses travailler chaque jour, mais surtout que tu sois soumis à leur volonté et à ce qu'ils te proposent. T'as pas le choix en fait. C'est ce qu'on appelle les jobs alimentaires. Ça veut dire que concrètement tu te réveilles le matin, on va te dire faut que t'ailles là-bas, toi t'as besoin de cet argent pour vivre, tu vas dire OK, même si ça correspond pas du tout à ce que t'as envie de faire, même si c'est loin de chez toi, même si t'as même pas forcément des fois les compétences pour le faire, tu y vas. Et en fait, moi, le gros problème que j'avais sur ça, c'était, moi, je passais beaucoup par l'intérim. Hein. On habite dans le 3e. Il y a énormément d'intérim dans le 3e. Manpower, Adéquat, Adéco, ils sont tous là, tu vois, et même les plus petits. Et en fait, t'étais tout le temps dépendant de la femme de l'accueil, tu vois. Moi, je disais ça, la femme de l'accueil, franchement, si tu lui plais pas, tu vas misérer, mon gars. Et du coup, c'est là que t'es venu, un CV, un job. Non, même pas. Ça, c'était avant. Ouais, c'est après. C'est après. Au départ, c'était quoi? C'était de se dire, Julien, il était rentré en France. Et quand il est rentré en France, pendant qu'on montait le projet, il s'est mis auto-entrepreneur. Okay. Donc il y avait le statut d'auto-entrepreneur qui était là. Il s'est mis sous le statut d'auto-entrepreneur et il facturait des prestations pour une boîte à Amsterdam. Ok. Et moi, je voyais son statut et je me disais, mais en fait, le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas mal. Hein. Des choses. Tu peux faire ce que t'as envie en réel. Donc on commençait à chercher. C'était encore un peu flou et tout. Tu vois, c'est pas aussi bien développé que maintenant. Moi, je te parle de 2015. Il y avait pas autant de plateformes qui existaient et tout. T'avais Uber qui était aux States, qui est arrivé en France. Et je me rappelle, il y avait 2-3 boîtes en France qui commençaient à se lancer dans ça. Et nous, on a lancé notre boîte à ce moment-là qui s'appelait Quick Jobs. L'idée, c'était de dire à Julien, ouais, vas-y, on va créer une plateforme qui va permettre à des gens qui n'ont pas de diplôme de se mettre à leur compte et de choisir les prestations sur lesquelles ils veulent aller et au prix auquel ils veulent aller.
Ouais. Soit ça match pas, mais en tout cas, ils ont le choix. Comme le modèle de Fiverr ou autre. Exactement. Ok. Et donc on fait ça, mais pour des métiers manuels. Mhm. Vraiment, on fait ça pour des manutentionnaires, des préparateurs de commandes, des agents de nettoyage, ce genre de choses. Donc on crée Quick Jobs. Donc on oublie le projet parfum et on se dit viens on part sur ça. Donc on commence à développer ça. Donc Julien et moi on s'associe sur ce projet. Pour C'était quoi un petit peu les tâches que chacun avait dans la boîte? Jus, c'est un techos. C'est un techos et c'est un financier. Il faut savoir que lui s'est formé. Depuis qu'on est gamin en fait il se formait en autodidacte sur de l'informatique. Ok. C'est un dev. C'est dev. Et c'est un financier. Donc il s'occupait de tout ce qui était aspect finance Ouais. et aspect tech. Moi, je m'occupais de tout ce qui était commercialisation, communication, compréhension du marché, développement des partenariats, ouais, vraiment tous ces sujets-là. Donc on était vraiment complémentaires sur ça. Donc on commence Quick Jobs, on se fait incuber par un premier incubateur, donc on prépare un pitch, ça s'appelait Incubator. Et c'est quel incubateur? Incubator. Incubateur, ok. Ouais, il C'est s'appelait à Lyon? Incubator. Ouais, il était là, c'était rue de l'Abondance, c'était pas très loin. On était sur la première promo. Donc on était avec des belles boîtes, avec des bonnes boîtes, hein, Maclé 12, Fretly, il y avait des boîtes Arscan Est-ce que tu peux juste expliquer le modèle d'incubateur, comme ça les gens ils comprennent bien c'est ce que c'est, ce que ça fait référence? Ok, ouais, un incubateur en fait c'est une structure qui est là pour accueillir des projets au stade de l'idéation, Mhm. donc au stade de l'idée, et pour les accompagner à la formalisation, à la structuration de ce projet, au but d'un lancement proche. Ouais. Et il y a plusieurs manières, il y a plusieurs formats d'incubateurs. Il y a des incubateurs qui sont totalement gratuits, il y a des incubateurs qui sont payants, il y a des incubateurs qui te donnent de l'argent pour prendre une participation à ton capital. Ouais. Il y a vraiment plein de types d'incubateurs, mais c'est vraiment avec toujours le même objectif, t'aider à la structuration de ton projet au vu d'un lancement. Ouais. Donc voilà. C'est vraiment un boost pour t'aider à financer, pour t'aider à même structurer ou même lancer ton entreprise. En Ouais, plus, clairement. c'est vraiment négligeable parce il t'ouvre un réseau par la suite et ça, c'est vraiment incroyable. Clairement. Donc nous, on a eu chance, on a fait sur les différents projets, on a fait différents incubateurs. Mais le premier qu'on a réellement fait à Lyon, c'était Incubator. Donc Incubator qui avait un modèle particulier, hein, qui était dans l'idée où il t'accompagnait, il te lâchait à peu près pour 25 000 euros de cash, Ok. tu vois. Sans Euh, part de capital par la suite. Si, il prenait 10% de ton capital. Donc, Ok. mais ce qui était intéressant, c'est que dès la création, tu avais une valorisation à 250 000. Et ils investissaient dedans ou pas? Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. Ils mettaient 25 000 euros de cash et en fait, ça se repart. C'était, je crois, 2500 euros de liquide. Non, ils mettaient 25 000 euros en apport. C'était 2500 euros de cash et 2500 euros de location. Et où ils t'offraient des locaux, ils te mettaient de la formation, des mentors, bref, un package qui faisait 2005. Ouais, c'était cool, c'était cool. Franchement, le modèle était intéressant. Nous, on est passé chez eux. On a bossé sur le projet avec Julien. On est resté, je sais pas, peut-être 6 mois, je crois, chez eux. On a lancé le projet. On a lancé. Et après, on est parti de chez Incubator et on est rentré. On a pris nos locaux au départ, je crois. Ouais. On a pris nos locaux et on a continué à développer notre projet de Quick Jobs. Donc Quick Jobs a bien pris rapidement parce qu'il n'y avait pas de grand monde encore sur le segment des micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, t'en as plein des boîtes qui font ça. Je pense qu'à l'époque, en France, il y avait nous et Brigade, vraiment. Ok. Il y avait Brigade qui était là sur des métiers opérationnels comme nous. Il y avait Brigade et nous. Et après, t'as tous les autres qui sont arrivés par la suite. Et donc Brigade, ce qui les avait fait péter, c'est qu'on avait postulé. Il y avait un grand concours qui avait été lancé par Uber en France sur l'ubérisation. Ouais. Et c'est Brigade qui l'avait gagné. Okay. Donc ça leur avait donné un vrai coup de boost. En plus, c'était des Parisiens, donc forcément, tout va plus vite chez eux, j'ai l'impression. Mais nous, on a fait notre bout de chemin avec Julien sur Lyon. On est arrivé à une plateforme qui avait référencé plus de 800 micro-entrepreneurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On faisait le taf, c'était cool, hein. Mais moi, j'avais un problème avec ce projet-là. Personnellement, j'avais un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il répondait pas à la problématique de départ. De mettre en relation des personnes qui cherchent un travail? En fait, de recréer une égalité entre les personnes qui ont des personnes qui ont un diplôme et d'autres qui n'en ont pas dans la recherche de travail. Vraiment, j'étais dans cette problématique où je me disais, c'est ouf, hein. Tu vas embaucher un cadre, Ouais. tu prends le temps avec lui de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, est-ce que l'entreprise lui convient, est-ce qu'il est aligné avec les valeurs, est-ce que le salaire lui va, est-ce que si, est-ce que tu lui demandes plein de choses avant de l'embaucher. Une femme de ménage, jamais de sa vie tu lui demandes ça. Ouais, totalement, c'est vrai. Tu lui dis voilà les horaires, C'est madame. important, ouais. Voilà les horaires, madame. C'est bon pour vous? Ok, on vous embauche. Et des fois, c'est même pas si c'est bon pour vous, hein. C'est ça les horaires. Vous signez ou pas?
Et en fait, c'est elle qui va s'adapter malgré que le taf lui corresponde pas. Et donc moi, j'avais cette vraie problématique où je me disais, putain, en fait, il y a des gens qui se retrouvent dans des postes qui ne leur correspondent pas. Et en fait, ça se traduisait par quoi? Par un gros taux de turnover Ok. dans les entreprises. Par exemple, tu prenais Lidl, je crois que c'était plus de 30% de taux de turnover. Mais c'était pas sur les cols blancs, c'était sur les opérationnels tout en bas. Ouais. Et je me disais, mais en fait, c'est qu'il y a une vraie problématique même pour eux. Et donc, je cogitais dans mon coin, tu sais, nous, on est je sais pas, chez QuickJob, je crois, à cette époque-là, on était une dizaine. T'es une dizaine à bosser, on avait des bureaux à Montchat. Il y avait déjà 10 personnes qui bossaient avec toi dans ta boîte. Ouais, chez QuickJobs. Ok. Du coup, le modèle de QuickJob, c'était une application, c'était un site, Ouais, c'est ça, c'était c'était un une marketplace. marketplace, plateforme de mise en relation. D'un côté, t'avais des offres entrantes, et de l'autre côté, t'avais des indépendants qui pouvaient se Ok. positionner sur les offres. En fait, on crée un matching euh, en disant, bah, voilà, comme un peu Malte, tu vois. Ouais, je vois. Mais Donc, Indeed en soi. pas trop Indeed, parce qu'Indeed, t'as pas trop d'indé. Plus Malte, Ouais. tu vois. Ok. Malte, Upwork et tout. Et donc le truc, c'était un peu dans ça. Et c'était vraiment dans ce mood-là, tu vois. Et moi, ça m'allait pas, tu vois. Je me disais, en fait, c'est pas une vraie réponse à la problématique, tu vois. Parce que les gens, tu les sors pas de la précarité. Ils restent toujours dans la même problématique. Ouais. Ok, il y a des offres qui arrivent, ils peuvent en accepter, mais bon. Ouais. Est-ce que ça correspond réellement à ce qu'ils veulent? Et donc, je commence à gamberger à fond, tu vois, et ça commence vraiment à me faire chier, tu vois, tous les jours. Je viens et tout, je me dis, putain, je suis pas satisfait de ce que je fais, ça me convient pas, on résout pas la problématique, on résout pas la problématique. Mhm. Et je me décide de repartir comme quand je démarre un projet, à la rencontre des utilisateurs pour voir ce que je pourrais créer de nouveau, tu vois. Et donc je retourne voir des clients, je retourne voir des personnes qui sont à la recherche de taf, je recommence à faire des entretiens, essayer de recomprendre un peu comment ça se passe, c'est quoi le vrai enjeu. Et je tombe sur un gars dans une boîte de nettoyage, une grosse boîte de nettoyage française GSF, Thierry. Et je me pose avec lui, je lui parle et je lui explique, je lui dis voilà, moi j'ai beaucoup de personnes qui cherchent qui recherchent un taf. Potentiellement en CDI, potentiellement en CDD. Toi, tu as besoin de monde. Comment on pourrait trouver comment on pourrait trouver un modèle qui te permette à la fois toi d'embaucher et moi de gagner ma vie grâce à ça. Ok. Il m'a dit il y a des cabinets de recrutement qui existent pour ça, tu vois. J'ai dit mais moi c'est pas des cadres. J'ai pas des cadres à te vendre, j'ai pas des mecs qui ont un bac plus 5 à te vendre. Moi j'ai que des femmes de ménage, tu vois. Ok. Il me dit ouais bah moi mon gros souci c'est de trouver des bonnes personnes, des bons agents de propreté, des bons techniciens, des bonnes personnes qui puissent faire le taf, tu vois. Il me dit, mais je suis pas prêt à payer 10% ou 15% du salaire annuel pour embaucher un technicien de surface, tu vois. Mm. Et je lui dis, ok, à combien tu serais prêt à payer, tu vois. Et donc, on commence à rentrer dans des échanges comme ça et on imagine ensemble une solution. Ouais. Tu vois. On imagine vraiment ensemble. Et donc, ça, c'est le départ d'un C20 Job. Et après, je vais rencontrer 2, 3, 4, 5 autres RH. En leur parlant un peu aussi du Là, cheminement. t'étais déjà sur un CV, un job, t'as quitté Non, QuickJob. QuickJobs existait toujours. Je bossais tous les jours chez QuickJobs et en interne, je prenais du temps pour aller faire ça, tu vois. Ah, ok. Ouais. Et je reconsultais les RH, les DRH et tout. Et un jour, bam, ça me pète au visage. Je me dis, ah, mais en fait, c'est ça. En fait, je vais créer une plateforme où, en fait, je m'en fous, en fait, du nombre de personnes qu'ils embauchent. Et je vais mettre un prix fixe. Ça te donne accès à ça. Et plus t'embauches du monde, moins ça te coûte. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de se dire, je t'envoie des gens qui correspondent exactement à ce que tu attends en termes de recherche. Et moi, mon objectif, c'est que tu embauches le plus de monde possible. Parce que plus tu vas en embaucher, moins ça te coûtera. Ouais. Ouais, le modèle économique il est super intéressant pour le recruteur. Donc, on met exactement. Donc, on met, Comme ça, il peut prendre un maximum de personnes et ça Exact. résout la problématique de départ que y a pas de personnes qui. Exactement. Et je me dis comment on s'assure que les personnes, ça soit les personnes qui correspondent et qui perdent pas du temps. Parce qu'en fait, il y a plein de CVTech qui existent. Et moi, je me suis dit, mais en fait, nous, on va lui demander qu'il nous mette en place et qu'il nous donne accès à à toutes ces offres. Et pour chaque offre, tu nous demandes c'est quoi les obligations. Mm. Mais seulement ce qui est obligatoire. Tout ce qui est superflu, ça nous intéresse pas. On n'est pas là pour trouver des moutons à 5 pattes, comme on dit. Moi, je suis là pour trouver la personne. Bah, si, il faut qu'il parle français, qu'il ait le permis et qu'il ait qu'il ait déjà utilisé une monobrosse. Ok, c'est que ces 3 trucs, c'est bon. Ok, mais du coup, genre dans l'application, comment vous faites le tri par rapport à toutes les personnes qui. Et bah, c'est comme ça qu'on a construit un CV1 Job. Un CV1 Job, en fait, ça s'est basé sur le fait de se dire, ok, t'as de la tech, mais tu peux pas faire tout avec la tech. Donc, il faut de l'humain. Donc, on avait, nous, après, à la fin, quand je te dis, au bout de 2 ans et demi, 3 ans de projet, on avait une quinzaine de RH qui passaient leur temps à appeler les candidats juste pour savoir ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient le faire et où ils voulaient le faire, sans proposer d'offre. Ok. Je t'appelle. L'idée, c'était de se dire, ok, bonjour madame, j'ai vu que vous étiez à la recherche d'un emploi. Quel type d'emploi vous recherchez? Ah, je cherche plutôt ça.
Ok. Sur quelle tranche horaire? C'est quoi le volume horaire sur lequel vous souhaitez bosser? Et c'est quoi les choses que vous voulez pas faire? Et en fait, Ouais. on prenait vraiment ce que la personne recherchait et on partait, en fait, on a créé le chemin inverse. D'habitude, on part de l'offre d'emploi pour trouver le candidat. Nous, on parlait du candidat pour lui trouver l'offre d'emploi. Comment on a pu faire ça? C'est qu'on avait énormément d'offres d'emploi. Pourquoi? Parce que plus les recruteurs, ils jouaient le jeu, ils nous mettaient des offres d'emploi, moins ça leur coûtait cher. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, on est rentré dans un cercle vertueux comme ça. Et donc un CV, un job, je pense qu'à la fin, au bout des 3 ans de projet, on était à plus de 2500 personnes remises à l'emploi sur le territoire. Incroyable. En Euh, combien de temps? en 2 ans et demi, un truc comme ça. Ah ouais, solide. 2 ans et demi, on était quasi 40 dans la boîte. On avait fait une première phase de levée de fonds. On avait fait une première levée de fonds qui nous avait permis. On a démarré le projet. Au bout de, je crois, 6 mois, 1 an, on a fait une première levée de fonds pour accélérer un peu. Ok. Vous avez levé combien pour un CV un job? Le premier tour de table. Ouais. Je crois on a levé 200 000. 200. De mémoire. On a levé 200 000. C'était un précide, c'est vraiment un petit truc, tu vois. On avait besoin d'un peu de cash pour restructurer un peu plus. Et après, on était sur une deuxième phase de levée de fonds. Ben là, on était sur une valo beaucoup plus importante. On était sur une valo à 5 millions. On levait 1 million. Ouais, un peu moins d'1 million parce qu'en fait, t'as toujours, tu sais, quand tu fais des levées de fonds en France, t'as toujours BPI qui vient couvrir, ouais, tu vois, qui vient rajouter. C'est la banque des entrepreneurs. Ouais. BPI France, Big Up, ils nous ont grave aidé. C'est eux qui donnent de l'argent, ouais. Ah, gars, moi, ils m'ont aidé de ouf. J'ai fait là les trucs avec BPI. J'ai même fini au Big avec eux, tu sais. Je suis parti, ouais, j'ai pitché au Big et tout. À l'époque, il y avait un grand monsieur qui s'appelait Claude Sabatin qui me donnait grave de la force. Mais après, même Ahmed Bouzouaïd ou plein d'autres, tu vois. Il y en a v'là qui m'ont aidé chez BPI. Franchement, Big Up à eux, franchement, pour le taf qu'ils font et pour les entrepreneurs. Tu vois, c'est vraiment des fois le truc que je me dis qui est ouf, c'est que ils font tellement un grand taf, ils sont tellement peu connus, en réalité, hein, parce qu'ils sont connus que chez les entrepreneurs. Voilà, ils sont connus de l'écosystème et encore pas de tous les entrepreneurs. C'est moi quand j'ai monté mes premières boîtes, je connaissais pas BPI. Et t'aurais bien aimé les connaître Mais de ouf, tu vois. C'est vraiment le truc, tu vois. Il y en a plein qui font le taf quand même, hein, franchement. T'as les Ladi, il y en a plein. Après moi, j'ai fait plein de réseaux. Après par la suite, je suis lauréat réseau entreprendre. Donc même réseau entreprendre financièrement, ils m'ont aidé. Prêt d'honneur, ce genre de choses, tu vois. Il y en a là qui m'ont aidé dans les projets. Mais l'écosystème, il est ouf, tu vois, pour lancer des boîtes. Et donc, pour en revenir à ce que je te disais, BPI couvrait une partie, donc je crois qu'on levait un truc comme 600 000, un truc comme ça, en cash, en dilutif, et on complétait avec BPI France à hauteur de 300 000, un truc comme ça, donc ça faisait 1 million. Et donc ça, c'était la deuxième phase de levée de fonds qui, malheureusement, on n'a pas réussi à la clôturer à temps. On s'est retrouvé en manque de cash, et donc on a dû arrêter cette aventure. C'était franchement une vraie belle aventure. Ouais, j'imagine. On a fait des vrais trucs, c'était grave intéressant. On a essayé de résoudre là les problèmes, tu vois. On a rencontré grave du monde. Pendant un CV, un job, j'ai rencontré des gens que jamais de ma vie je me serais dit j'aurais pu rencontrer, tu vois. Comme qui, par exemple? Est-ce que tu aurais des noms à nous proposer? J'ai rencontré Nicolas Dufourcq déjà, président de BPI France. J'ai rencontré Xavier Huillard, le président du directoire de Vinci. Okay. J'ai mangé avec Xavier Niel. Et c'était comment le dîner avec Xavier Niel? C'était un déj. Un petit peu cette anecdote. C'était un parce déj. que les amis, elle est vraiment Ah, c'est Xavier. Non, lourd. En fait, encore une fois, BPI, quand tu reprends les incubateurs, moi, je suis passé par un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Big up à eux. Qui est régi par Sport dans la ville. C'est ça. Et tu peux expliquer un petit peu ce qu'ils proposent et ce qu'ils font? Ouais, Entrepreneurs dans la ville, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs issus des QPV en grande partie, des quartiers. Et c'est un programme qui se déroule sur 6 mois au départ. Donc, il y a un starter qui dure 6 mois avec une formation à l'EM Lyon. Ouais. Donc, moi, grâce à eux, je suis retourné à l'école. Et pas n'importe laquelle, j'ai fait l'EM Lyon, tu vois. Les meilleures écoles de commerce de France, quoi. Ouais, une des meilleures, je crois, ils sont 4e ou un truc comme ça aujourd'hui, 3 ou 4, ouais, 4e, je crois, en France. Donc, c'était cool, tu vois. Et j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés là, sans eux, tu vois. Michel Coster et bien d'autres, tu vois. Donc, lourd. Je suis passé par Entrepreneur dans la ville, donc par l'EM Lyon. Donc c'est un programme qui dure 6 mois. À la fin, tu ressors avec un certificat de formation de l'EM. Et après, tu pars sur, je crois, 18 mois encore d'accompagnement au sein d'Entrepreneurs dans la ville, donc à Vez. Et après, maintenant, c'est un réseau national.
Donc, ils sont basés sur Lyon, Marseille, Lille, Un peu partout en France. Grenoble, Saint-Étienne, Ouais. Paris. Ils sont un peu partout. Donc, c'est un réseau national. Donc, c'est top parce que ça te permet de connecter avec là les entrepreneurs de là les territoires. Donc voilà, moi je suis passé par ce programme-là. Je te disais, comment on en est arrivé à parler d'entrepreneurs dans la Vienne? Je sais plus. Je parle des incubateurs Vignel. Ah ouais, et donc Xavier Xavier Niel, ouais. Et donc Xavier Niel, comment on en arrive là? En fait, ouais, j'ai toujours fait tu sais, tu me donnes, je te rends. Et si tu me donnes, j'essaie de te rendre fois 10, tu vois. Ouais. Donner avant de recevoir. Ouais, souvent, ben, des fois, t'as pas l'occasion de donner avant de recevoir. Tu vois, par exemple, en entreprenant ma vie, j'avais pas l'occasion de leur donner avant de recevoir. Ils m'ont d'abord donné, mais je me suis dit qu'il fallait que je rende, tu vois. C'est pour ça que moi, j'hésite pas à donner les noms des gens, tu vois, qui ont fait du bien autour de moi, et qui nous ont facilité, tu vois, que ça soit Incubateur avec Alexandre ou les autres, tu vois. Je les citerai tout le temps parce que ils font partie de mon parcours, ils ont fait partie aussi du succès des différentes sociétés que j'ai pu monter, tu vois. Et donc, entrepreneur dans la ville, moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi parce que je pense que c'est un vrai programme qui aide pas mal d'entrepreneurs qui démarrent. Et en faisant ça, bah, en fait, chaque année, tu sais, ils ont une sorte un peu de concours national moi, je savais même pas qu'il existait au départ, tu vois, qui récompense un peu le mec qui a ramené le plus d'entrepreneurs, tu vois. Hmm. Et en fait, ils m'appellent, ils me disent, ah, Ahmed, cette année, c'est toi qui as gagné. Je dis, ok. Ils m'ont dit, ben, c'est top et tout, ben, tu sais quoi, on va t'offrir un truc et tout. Je dis, ok. Il me dit, bon, ben, il y a Philippe qui va manger avec Philippe Audou, qui est le patron, le fondateur de Sport dans la ville, qui va aller manger avec Xavier Niel. Il t'invite à aller avec eux. Et donc je me retrouve à aller manger avec Philippe Audou et Xavier Niel. Donc on se retrouve ensemble chez Xavier Niel là-bas dans ses locaux pour un déjeuner. Donc on passe l'après-midi ensemble, on déjeune et tout, on échange. Et je me rends compte que voilà, c'est un mec comme nous. T'as beau être milliardaire, Ouais. t'as beau avoir des bêtes de success story, c'est un entrepreneur comme tous les autres entrepreneurs. C'était fluide directement, on s'est tutoyé direct, enfin lui et moi. On a changé sur pas mal de trucs, il y a des similitudes, mais il y a pas mal de choses aussi qui sont différentes, tu vois, sur nos parcours. Et donc non, il y a un vrai feeling. Après, on s'est revu 2, 3 fois par la suite, sur différents events. On s'est reconnecté tout de suite, tu vois. Donc, non, c'est cool. C'est un chic type, tu vois. Tu vois, moi, j'ai la vision de l'entrepreneur comme un pirate et lui, c'est un vrai pirate, tu vois. Ouais. C'est un vrai rat de pie de ouf. Donc, force à lui. Franchement, magnifique. Est-ce que Mm. tu pourrais nous expliquer un petit peu l'impact que, entre guillemets, le réseau a eu sur toi? Et surtout, est-ce que je pourrais dire l'importance qu'un entrepreneur doit avoir pour développer son réseau? Parce que c'est vraiment la clé pour développer une société ou même ses activités. Ah, ça c'est clair. Tu vois, le réseau, pour moi, c'est vraiment Je trouve que c'est quelque chose qui est c'est une super des pierres sous-estimé. angulaires. Ouais, pour moi, c'est, En plus, c'est une compétence à travailler, ça vient pas ouais, comme ça. Le réseau, il va pas tomber si on reste de notre canapé, c'est en faisant des événements, c'est en rencontrant des gens, c'est en sortant. C'est vraiment juste en sortant même, tu vois, tu peux aller à la boulangerie, tu peux faire du réseau, tu vois, c'est juste ça. ouais, clairement. Pour moi, tu vois, c'est un fondement, tu vois, pour l'entrepreneur, ça doit être une des pierres qui doit être un des socles pour lui pour pouvoir se développer par la suite. C'est la conscience et la capacité à créer du réseau, tu vois. La conscience que le réseau existe et qu'il l'a, Ouais. et cette capacité à aller le développer, à le faire grandir. Il y a plein de gens qui me disent, moi, tu vois, je fais pas mal d'interventions sur le réseau. Par exemple, dans tous les incubateurs, souvent, ils me demandent de faire, pour la French Tech ou pour d'autres, l'art de se faire un réseau, comment développer le réseau, tu vois, ils me demandent ça, tu vois. Parce que, Même de je, l'utiliser, le réseau. exactement, parce que Juste Chance, c'est de pouvoir le développer à fond depuis toutes ces années dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils le sous-estiment, tu vois, en se disant, ouais, moi, j'ai pas de réseau. Et en fait, dès que je leur donne 2, 3 exemples, ils me disent, ah ouais, c'est pas faux. Genre, t'étais à l'école? Ouais. T'as des profs? Ouais. Ouais. Ils sont dans le monde professionnel, ouais, bah tu peux les contacter, ils connaissent sûrement du monde. Ils avaient sûrement d'autres activités en parallèle. Ouais. C'est déjà ton réseau. Tes potes, ils ont des parents? Ouais. Ils ont un taf? Ouais, bah Mais c'est non, déjà c'est du ton réseau. réseau, tu vois. Non, c'est du réseau. C'est du réseau. Il y a juste à aller dans ses fiches contacts. Mais Il y gros, a tu fais du 400 foot? personnes. Ouais. Même si tu veux prospecter, t'appelles. Et il y aura forcément une personne qui va Exactement. connaître une autre personne. Qui, si ça va C'est décoller vers clairement une ça. Tu joues au opportunité. foot? Ouais. T'as ton club, les gens, ils ont une vie professionnelle en dehors du foot. Ouais, bah c'est ton réseau, gros. Ouais. Et en fait, les gens, ils pensent que le réseau, c'est que les gens que tu vas rencontrer dans le monde professionnel. Mais non, ça va bien au-delà de ça. Mm. Ça va bien au-delà de ça. Et, et ça s'entretient, un réseau. Ça se développe. Et en fait, tu peux l'utiliser parce que souvent, les gens, ils disent, ouais, mais c'est pas la bonne personne. Truc tout bête. Demain, je vais te dire, ouais, vous allez vouloir vendre du conseil, j'en sais rien, sur
sur une stratégie de marque ou un truc comme ça, une marque comme on va trouver une marque lambda, tu vois, je sais pas, Darty, tu vois. Tu vas me dire à Darty, ouais, on voudrait les accompagner sur leur positionnement de marque, tu vois. Disons, tu vois. Ouais. Tu vas me dire, ouais, mais je connais personne au siège de Darty. Ouais, peut-être. Tu connais peut-être quelqu'un qui bosse chez Darty? Ouais, d'accord, ce sera ta première porte d'entrée. Lui, il va peut-être connaître le responsable régional parce qu'il bosse avec lui. Et son responsable régional, il connaît peut-être quelqu'un en siège. Donc, il va te connecter avec la personne de siège. Et la personne de siège, elle va te connecter avec la personne en charge de ça, tu vois. Mais le réseau, c'est pas en fait j'ai la bonne personne qui a tout de suite le bon poste au bon endroit, tu vois, ça marche pas comme ça malheureusement, sinon ce serait trop facile. C'est plein de petites briques que t'empiles et exactement, par la suite c'est comme ça c'est une recommandation qui t'emmène vers une autre recommandation, qui t'emmène vers une autre personne, qui t'emmène au décideur final. Tu vois. C'est vrai. Et donc en fait, t'as forcément des gens que tu connais dans le milieu j'en sais rien des fois ça peut être un prestataire qui bosse déjà pour eux dans un autre domaine, et qui connaît déjà l'acheteur, tu vois. Il y a mille manières d'arriver à la personne, tu vois. Il y a la théorie des 5 poignées de main, tu vois. 5 ou 6 poignées de main, tu vois. On est à 5 poignées de main de n'importe qui. Exactement. T'as 5 niveaux, tu vois. Même sur LinkedIn. LinkedIn, c'est très, très, très puissant. Clairement. Et les gens, ils sous-estiment grave ça, tu vois. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, le réseau, c'est ultra important. Et donc, par le réseau, moi, j'ai fini par manger avec Xavier Niel, à rencontrer le président de Vinci, l'ancien président de PSA, j'ai un très bon ami aujourd'hui qui est l'ancien président de Boehringer, tu vois, il y en a plein comme ça, tu vois, que j'ai rencontrés, et pourtant ils étaient à des années-lumière de mon parcours. Moi, je te dis, j'ai grandi ici à la Guye, à la Villette, j'ai pas de diplôme, je serais revenu il y a 10 ans, j'étais dans mon quartier. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils étaient déjà dans leur carrière, ils faisaient déjà tu vois. L'entrepreneuriat, ça te permet ça. Et de passer d'exploser en fait, tu vois, ces différences sociales, tu vois, c'est de passer outre. C'est plafond de verre. Ouais, c'est au-delà des plafonds au-delà des plafonds de verre, parce que le plafond de verre, c'est ce que tu vas te mettre au-dessus de ta tête. Mais après, il y a une réalité sociale, c'est qu'on vient pas des mêmes milieux, on côtoie pas les mêmes gens, tu vois, on ne vient pas des mêmes réseaux. Mais l'entrepreneuriat, ça te permet de passer outre, de créer d'autres ponts. C'est vraiment un pont pour moi, l'entrepreneuriat, tu vois, entre les gens. Et ça va te permettre de rencontrer des gens. Moi, j'ai des potes à moi aujourd'hui. Ils étaient à Berkeley, ils étaient à Harvard, ils étaient, tu vois, j'ai échangé avec des entrepreneurs du monde entier. Hier, j'étais sur une réunion avec le fondateur de la CUFA au Brésil. C'est une des plus grosses ONG brésiliennes autour des favelas. J'étais avec 70 représentants de chaque pays, tu vois. Il y avait 70 représentants de pays, tu vois. On était 70 pays dans la réunion. Ah ouais, tout de suite, tu te connectes avec des gens au Bénin, au Suède, au Burkina Faso. Très vite après. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, moi, j'utilise ça pour continuer. Et maintenant, j'ai développé, après la fin d'un CV, un job, j'ai continué, j'ai créé de nouveaux projets. J'ai aujourd'hui une nouvelle boîte. Est-ce que tu pourrais la présenter, la boîte avec laquelle... C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé. Ouais, Synergy Group. Synergy Group, c'est une entreprise qui est multimétier et qui est spécialisée dans l'accompagnement à la mise en conformité des ERP. Je m'explique. Établissement recevant du public. En fait, c'est tous les bâtiments de manière globale qui reçoivent du monde. Ça peut être un commerce, une entreprise, peu importe. Ils ont des obligations légales autour de la sécurité incendie, de la sécurité alimentaire, l'hygiène, du traitement de l'air, ce genre de choses. Et en fait, on a créé une entreprise, Synergy Group, qui est spécialisée sur tous ces métiers-là. Donc, c'est un groupe qui a aujourd'hui 6 branches. Okay. Une branche qui s'appelle H3D Synergie, qui est spécialisée dans l'hygiène antiparasitaire, dératisation, désinfection, désinsectisation. On a une branche qui s'appelle HAC Synergie, qui est spécialisée en hygiène alimentaire. Donc, c'est hygiène alimentaire et conseil. On a une branche qui s'appelle Air Synergie, qui est spécialisée en traitement de l'air. Une branche qui s'appelle Feu Synergie, qui est spécialisée en sécurité incendie. Une branche qui s'appelle Pure Synergie, qui est spécialisée dans le nettoyage technique et industriel. On a une branche qui s'appelle CFA Synergie, qui est spécialisée dans tout ce qui est formation professionnelle obligatoire. Donc, ça va être la SST, ça va être l'utilisation des extincteurs en entreprise, la formation HACCP, qui s'appelle bonne pratique d'hygiène aujourd'hui, tu vois. Donc, on forme aussi les entreprises qui ont des obligations dans ce sens-là. Donc, voilà. On est un peu plus d'une quinzaine là. Okay. On est un peu plus d'une quinzaine. Ça fait 2 ans qu'on existe. Et on continue à se développer. Comment tu passes de boîte dans la tech à des domaines super spécifiques où il faut vraiment des connaissances pour les ERP, qu'on ne peut pas se lancer comme ça dans les ERP. Ouais. Comment tu passes de tech à ERP? En fait, moi, tu sais, tu regardes, il n'y a pas une boîte qui se ressemble dans ce que j'ai monté. Il y a des mecs qui sont ultra spécialisés, tu sais. J'ai un bon pote à moi.
Euh, c'est un monstre dans la tech et c'est un mec qui a monté, qui vient du monde des ESN. Il bossait dans des ESN. Il a ESN? monté, SS2I, c'est les entreprises, je sais même pas comment on les appelle en France. En gros, c'est des entreprises qui détachent, des professionnels type technicien, ingénieur, informatique dans Ok. d'autres entreprises, tu vois. Mais ils font ça dans différents domaines. Il y a des ESN dans différents domaines et ils font aussi du développement de projets pour certains clients informatiques. Et lui, il avait bossé dans des entreprises de ce type-là. Il a monté une première boîte dans ça, qu'il a vendue. Et là, il remonte une nouvelle, toujours dans le même domaine, mais avec certaines spécificités, plus d'impact. Voilà, tu vois. En gros, tu t'es direct associé pour Synergy Group. Non, lui, mon pote, pour te dire, lui, il est vraiment spécialisé dans ça, tu vois. Et Ok. moi, je suis vraiment pas un mec spécialisé, en fait, en entrepreneuriat. Je suis un mec qui monte des projets où il a envie de monter des projets. Donc, comme au début, vois, j'ai ouais. monté un premier truc dans le retail. Après, je monte un truc dans la food. Ouais. Après, je monte une marketplace autour de la micro-entreprise. Après, je monte une plateforme d'emploi. Aujourd'hui, je monte une boîte dans les ERP. Mais j'ai monté aussi une école de formation spécialisée en gros hacking. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est gros hacking pour ceux qui Le connaissent pas? growth hacking, c'est tout ce qui va être tous les leviers d'hypercroissance dans l'entreprise. Ok. Bon, c'est un truc qui a été créé je crois en 2008 chez Facebook, tu vois, c'est l'idée de créer des leviers d'hypercroissance, soit par la communication, le marketing, soit par le sales, soit, tu vois, dans différents domaines. Donc il y a plein de méthodologies, il y a plein de techniques et de méthodes qui se sont développées. Et aujourd'hui, nous on crée des formations pour le rendre accessible à des gens qui sont pas du tout du monde de la tech et qui voudraient l'appliquer à leur domaine, tu vois, ça soit du sales automation, ça soit, tu vois, marketing automation, il y a plein de choses. On a des formateurs qui forment des gens qui sont pas du monde de la tech à ces outils-là pour qu'ils puissent l'appliquer dans d'autres domaines. Donc ça, c'est l'école du gros. Donc voilà, ça c'est un projet, c'est un autre projet que j'ai monté, mais vraiment le gros projet c'est Synergy et Synergy Group. Comment j'ai réussi à monter un projet aujourd'hui qui est ultra, où il faut, où en tout cas il faut être expert pour pouvoir accompagner. Bah j'ai associé des experts, c'est tout simple. Pour chaque partie, je suis parti chercher un expert et je l'ai associé dans le projet. Un truc tout bête, par exemple, en hygiène antiparasitaire. Moi, je suis pas du domaine dans l'hygiène 3D. Je me suis associé avec Gauthier. Gauthier, il a grandi dans ce domaine-là. Son père, il avait une boîte depuis les années 90. Ouais. Lui, il a bossé, ça fait plus de 10 ans dans ce domaine-là. Moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que t'es chaud pour m'accompagner dans le projet et devenir l'expert référent de ce domaine-là? Il dit, ouais, ok, ben, deviens l'expert dans ça, tu vois. Et donc, je l'ai associé et lui, aujourd'hui, il pilote la partie expertise technique dans l'hygiène 3D. Les techniciens, et il pilote l'aspect technique et la formation aussi des techniciens. Toi, du coup, en gros, t'interviens comme un chef d'orchestre de toutes les Clairement. sous-parties de ta société, les sous-branches. Ouais, Ouais, les sous-branches. c'est ça. Clairement, en gros, moi, aujourd'hui, je pilote le groupe. Je t'ai dit, à 6 branches. Il y a un responsable technique, expert, en tout cas, dans chaque branche. Et moi, je m'occupe de développer commercialement, d'articuler tout ce beau monde ensemble, tu vois, de faire que ça soit fluide et de développer s'il y a besoin, en tout cas, de nouvelles solutions ou de nouveaux produits si le marché le demande. Voilà. Nickel. Du coup, Ahmed, c'est quoi la suite pour Synergy Group? Moi, j'avais une volonté qui était au départ et qui a été partagée avec mes associés, c'était de leur dire qu'à 10 ans, il faudrait qu'on soit dans le top 5 des meilleures entreprises de France dans nos domaines. Ouais. Moi, je leur ai dit clairement, je monte pas une entreprise, je monte la meilleure entreprise. L'objectif, c'est ça. Et la meilleure entreprise, ça veut pas dire que des chiffres, hein. C'est pas que économique, c'est pas faire le plus gros CA. C'est aussi celle où les gens se sentent le mieux, celle qui a le meilleur impact autour d'elle. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a une particularité, c'est qu'on est implanté au pied des UC6 à Bron, dans un quartier. La volonté qu'on a, c'est aussi de se dire, comment on peut faciliter l'embauche des personnes, les plus éloignées aussi de l'emploi et le plus rapidement possible, sans qu'ils aient besoin de se déplacer à des milliers à des dizaines ou vingtaines ou centaines de kilomètres, tu vois, pour bosser. Donc quel impact positif on peut avoir pour la commune dans laquelle on est, pour la ville dans laquelle on est, pour le pays dans lequel on est, comment on crée le meilleur climat en tout cas dans notre entreprise pour que les gens puissent se grandir et s'épanouir au sein de notre entreprise, même si ce n'est qu'un passage pour eux. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont pas mariés avec nous, tu vois, aujourd'hui, ils passent par chez nous. Peut-être que dans 5 ans, ils seront plus là, ils partiront dans une autre boîte, mais on veut que leur expérience au sein de Synergy Group, ça soit une des meilleures expériences, voire la meilleure expérience qu'ils aient eue dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, après, c'est sûr qu'on vise aussi un placement économique important, parce que on va pas se mentir, avec l'argent, ça te donne des moyens Ouais, totalement. pour faire de belles choses. Et donc voilà, tu vois, donc on essaie de se dire que dans 5 ans, 5 à 10 ans max, on sera dans le top 5 des meilleures entreprises de France. Donc voilà.
Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ta vision entrepreneuriale dans tous tes business que tu as pu lancer? Alors vraiment, s'il y a une chose avec laquelle tu pourrais relier toutes les entreprises que tu as créées par rapport à la vision que tu as eue. Bah, moi, toujours quand je monte une boîte, j'essaie toujours, tu sais, d'ailleurs, c'est un point que sur lequel j'ai pas parlé en fait. J'ai passé un diplôme il y a 2 ans de ça. J'ai passé un executive MBA en innovation de projet, direction innovation de projet et entrepreneuriat. Et en fait, moi, ce qui relie à chaque fois, en tout cas, ce que tu vas retrouver dans tous les projets, c'est toujours que j'essaie d'apporter une innovation, Ouais. quelque chose de nouveau, même si c'est le domaine, tu vas regarder, tu vas dire, mais c'est éclaté, tu vois, comme domaine. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vois, quand tu regardes YouLunch, on a essayé d'innover en se disant comment, avec 6 000 € tu crées un La première restaurant. dark kitchen de France, tu vois. Voilà, la première dark kitchen de France, mais aussi où tu vas pouvoir faire à l'époque, hein, du bon halal, tu vois, de la food qui soit bonne et qui soit halal et qui soit disponible pour tout le monde, tu vois. C'était un peu le truc. Quand tu prends un Jojin, c'était aussi de se dire comment on crée peut-être un nouveau modèle de consommation pour les personnes qui veulent acheter des vêtements. Vraiment résoudre une problématique en soi. Voilà. Plus résoudre une problématique. Quick Job, c'était pareil. Un CV1 Job, c'était pareil. Avoir de l'impact sur ouais, autour de soi. créer un impact et changer peut-être la manière de faire. C'est de créer une nouvelle approche. Aujourd'hui, Synergie Group, on est la première entreprise parce qu'en fait, les obligations dans les ERP, voilà, c'est réglementaire, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais quand t'allais voir des clients auparavant, ils avaient 5-6 prestataires différents. Ouais, c'est vrai. Avec Synergie Group, on est la première entreprise qui te permet d'avoir un seul interlocuteur et de te focus sur ton cœur de métier et plus de parler à 5-6 prestataires différents. Tu vois. Après, on a travaillé sur plein de sujets, nous, sur la transparence, sur la réactivité, sur la qualité, après sur l'innovation de nos produits, des solutions qu'on propose. Ça va au-delà de seulement se dire, ouais, on fait le même métier que les gens. Ouais. C'est jamais mon objectif. Moi, je viens toujours me dire, je viens faire un nouveau métier. Tu vois, je fais de la restauration, ouais, mais c'est un nouveau métier que je suis en train de faire. C'est pas le même que les autres, tu vois. Ok, j'ai une base commune avec eux. Je fais du recrutement, mais je fais un recrutement qui est différent des gens. Les gens, ils passaient pour le recrutement, ils passaient d'une offre d'emploi, ils allaient chasser des candidats. Moi, c'était pas mon sujet. Moi, j'avais des candidats et il fallait que je chasse les offres d'emploi qui leur correspondent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai toujours eu cette approche-là de me dire comment on va faire mieux que les autres en mettant un pas de côté et peut-être essayer de trouver une manière de faire que les autres n'avaient pas vu. Tu vois? Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois. Ok. Et est-ce que tu aurais au moins est-ce que tu pourrais donner un conseil à tous les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient vraiment entreprendre, qui veulent créer de l'impact autour de soi, qui veulent monter des boîtes ou qui veulent juste sortir des sentiers battus? Moi, j'ai une phrase, tu vois, voilà, Mojo, tu vois, ça me permet d'avancer, tu vois. Et je pense que c'est la bonne manière en tout cas pour moi, c'est une des bonnes visions à avoir. C'est que dès que je démarre un truc, je me dis ça marche ou ça marche. Ouais, c'est vrai. Ça marche ou ça marche. J'ai pas le choix. Tu vois, j'ai pas le choix. Donc en fait, ouais, il va y avoir des problèmes. Il y a toujours des problématiques. Tu vas toujours trouver des freins, mais tu trouveras toujours des solutions. Il y a un ancien, une fois, il m'a dit, ah, mais tu sais, c'est quoi ton métier? Je dis, ouais, je suis entrepreneur. Il me dit, non, c'est pas ça ton métier. Ton métier, t'es là pour résoudre les merdes. Il m'a dit, son métier, c'est ça. Ton métier, c'est de résoudre des merdes. Je dis, comment ça? Il m'a dit, tous les jours, tu vas venir. Il y aura des problèmes qui vont se présenter devant toi. Toi, ton travail à toi, c'est de les résoudre. Mais c'est ça le taf de l'entrepreneur, c'est de résoudre les problématiques, trouver tous les jours des nouvelles solutions. Et donc quand tu sais ça, tu dis ok forcément je sais qu'il va y avoir des problèmes. Et rien ne va être tout lisse, mais mon job c'est de faire ça. Donc tu sais qu'aujourd'hui ça marche ou ça marche. Donc dans tous les cas ça va marcher. Dans tous les cas on trouvera la solution. C'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais on va la trouver, on fera que le projet avance. Magnifique. Bon, on va arriver à la fin de ce podcast, excusez-moi. Bah, en tout cas, merci beaucoup de ta présence. Merci à N'hésitez vous. pas à suivre Ahmed sur tous ses réseaux, de vraiment s'intéresser à ce qu'il fait dans le domaine entrepreneurial. C'est vraiment un exemple pour nous. La preuve, on l'a invité. Notre objectif, c'est vraiment d'inviter des intervenants de qualité qui sont comme, entre guillemets, nos grands frères dans l'entrepreneuriat. Et voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire, Ahmed? Bon, Merci à vous encore une fois. Force à vous. Ceux qui veulent entreprendre, n'hésitez pas. Moi, vous pouvez me contacter sur les réseaux. Je réponds à tout le monde. Et si je peux donner un coup de main, je le ferai avec grand plaisir. Force à vous. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ciao.